Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la seconde partie de notre podcast sur la maison des enfants de Moissac. Hier, nous avons abordé ce qui a contribué à sa création, le contexte de la guerre et certains facteurs qui ont contribué à créer cette maison des enfants. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette maison en elle-même, sa création et tout ce qu'il y a autour. Le 5 décembre 1939, la maison des enfants de Moissac ouvre ses portes au 18 quai du Port. Cette maison est plus considérée comme une maison familiale que comme un espèce d'orphelinat. Dans ce contexte, dans cette idée-là, donc, elle n'est ni un orphelinat, ni un internat comme on pourrait l'entendre. Elle est réquisitionnée dans un premier temps comme centre d'accueil temporaire par le préfet Louis Bourgoiron. Je suis désolée si j'écorche les noms, mais ça a probablement arrivé. En 1940, au moment de l'avènement du régime de Vichy, la maison de Moissac est donc un lieu destiné aux réfugiés. C'est une adresse, en fait, qu'on se passe essentiellement de bouche à oreille. C'est un refuge pour tous les jeunes, qu'ils soient scouts ou non, et où ils peuvent demander de l'aide quelle qu'elle soit et quand ils en ont besoin. En 1940, cette structure est dirigée par Chata et Édouard Simon, Édouard dit Bouli Simon. Pour cette structure, Chata Simon met en place toute l'organisation de la maison des enfants. On se soucie principalement de l'épanouissement des enfants recueillis, mais aussi des autres personnes vivant dans cette structure, malgré tout le contexte de guerre qui est présent. On cherche dans un premier temps à apaiser les enfants et à leur donner une vie d'enfant, c'est-à-dire une vie insouciante, une vie, on va dire, classique, normale, comme tous les enfants ont droit. Les réfugiés juifs, venus durant la première vague, c'est-à-dire l'exode, sont répartis entre plusieurs maisons qui appartiennent à cette structure, en fait. En effet, dès son ouverture, la maison doit faire face à l'arrivée d'une très grande vague d'enfants, soit avec leur famille, soit seuls. Et cela est dû principalement à l'évacuation des grandes villes. Beaucoup de personnes, avec l'annonce des bombardements, vont décider de se mettre sur les routes et donc vont arriver par vagues de réfugiés assez massives. Les personnes recueillies à Moissac ont parfaitement conscience de la haine des Juifs. Donc, ces personnes qui arrivent à Moissac, donc juifs ou pas, ont parfaitement conscience que les Juifs sont, on va dire, dans le collimateur de beaucoup de gens, et donc il faut faire très attention avec ça. Les enfants connaissent également la traque, l'exil, mais aussi les arrestations et les déportations. Ils sont, au même titre que les adultes, victimes de ce genre de choses. Les parents de certains enfants sont assassinés, et c'est pareil des fois pour toute une fratrie, c'est-à-dire que les enfants qui sont recueillis à Moissac ont déjà vu des choses que beaucoup d'enfants normaux ne devraient pas voir. Certains sont internés dans des camps, donc certains enfants sont internés dans des camps d'internement. Vous en aviez à Rivesaltes, et oui, Rivesaltes a été un camp d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, et pas seulement quand les pieds noirs sont revenus d'Algérie. Ça a aussi fait partie de ces camps d'internement pendant la Seconde Guerre. Vous en aviez au Vernet, vous en aviez à Agde, vous en aviez à Noé, vous en aviez un peu partout. C'était des camps où les conditions de vie étaient absolument atroces. Les enfants, dans ces camps-là, justement, connaissent des conditions de vie très dures, la malnutrition, la maladie, et dans ces maladies-là, ce sont principalement le typhus. Le typhus, pour ceux qui se demandent comment en fait ça se propage surtout avec la saleté. Ça se propage par le biais des poux humains, pas des poux de cheveux, mais des poux du corps. Ça existe, oui, il y a différentes catégories de poux. Et ces poux-là, en fait, ont tendance à véhiculer toutes sortes de maladies, dont le typhus. C'est pour ça que beaucoup d'enfants ont été atteints par le typhus étant une maladie qui est contagieuse également. À Moissac, on compte donc plus d'une centaine de personnes réparties entre
le 18 quai du Port, donc la maison initiale des enfants, mais aussi le 12 et le 4. Au 18 quai du Port, la moyenne d'âge, on va dire des jeunes, est d'environ 19 ans, soit on va dire pas des ados, pas des enfants, mais pas des adultes non plus. Je rappelle que la majorité à l'époque était à 21 ans et pas à 18 ans. On procède plutôt à une forme de regroupement familial, notamment en réunissant les membres d'une même famille. Alors souvent, ce sont des membres de la famille qui sont internés dans des camps. Malgré cela, et malgré qu'on trouve aussi des enfants, on va dire enfants, dans ces camps, il y a aussi énormément de nouveau-nés. On trouve des nouveau-nés qui malheureusement meurent à cause de la faim. Donc cela, concrètement, donne une idée à peu près des conditions de vie dans les camps, entre malnutrition, maladie, présence de bébés, donc on va dire probablement avec ou sans les parents, et la faim aussi, tout un tas de choses font que ça donne des conditions extrêmement compliquées, extrêmement dures pour les jeunes et pour leurs parents qui sont internés dans ces structures-là. Dans la maison des enfants, on essaie de rassembler les familles, notamment en organisant des formes de sauvetage pour les enfants internés dans les camps, c'est-à-dire parents ou peu importe présents à la maison des enfants, on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit réuni et pas les uns d'un côté, les autres de l'autre. La maison de Moissac prend la forme d'un centre de formation également dans les métiers agricoles et de la terre. J'explique un petit peu le fonctionnement parce que le fonctionnement est quand même très 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 ingénieux. Dans un premier temps, la structure se veut dans la même lignée que la volonté du régime de Vichy. Je m'explique. Le régime de Vichy a prôné dès son entrée, on va dire dès sa mise en place, le retour à la terre, le retour aux valeurs agricoles, aux valeurs familiales, tout un tas de choses en fait, on va dire patriotiques. Et donc, ce qu'a fait ceux qui se sont organisés à la maison des enfants, ils se sont dit, puisque le régime veut affirmer cette politique, pourquoi nous, on n'en profiterait pas pour tourner cette décision à notre avantage. Ce qui va surtout permettre au couple Simon avec cette politique, c'est de pouvoir protéger les jeunes qu'ils hébergent surtout ça, sous la couverture d'un centre de formation. Donc, c'est un centre de formation au premier abord, mais c'est plus un lieu où les jeunes peuvent être hébergés de sorte à être en sécurité. En 1941, la maison de Moissac est ensuite renommée le Centre Maurice et Daniel Feg. Le but est aussi de donner de toute cette idée de centre de formation, de former un métier, tout ça, et de donner un travail aux jeunes pour que ces derniers puissent s'intégrer plus facilement. Au total, la maison de Moissac accueille plus de 500 personnes entre 1940 et 1944, malgré la dissolution de la maison en 1943. Durant cette période, il va y avoir une rotation des pensionnaires, ce ne sera pas toujours les mêmes. Rotation qui peut être de quelques semaines à plusieurs mois ou à quelques années, ça va dépendre. Les financements de la maison viennent de plusieurs entités. Il va y avoir le consistoire, l'Union OSE, le JOND, des subventions scouts, donc avec l'IUF et tous les autres qu'on a vus dans l'épisode précédent, des subventions du baron Rothschild, ça peut surprendre mais oui, et du comité d'aide aux réfugiés. Jusqu'en 1942, une allocation est même donnée par l'OSE. À cela, il faut ajouter allocation, subvention coordonnée par des mouvements scouts français. Mais malgré tous ces financements, qui sont des financements extérieurs, ça couvre à peine en fait les dépenses quotidiennes. Donc ça veut dire, si on peut pousser le raisonnement un peu loin, ça peut suggérer une espèce de forme qui naît entre la précarité et la vie normale. C'est-à-dire, on fait très attention aux dépenses, on dépense ni trop peu, ni pas assez. C'est ce qu'on peut s'imaginer dans ce contexte-là. Dans la maison de Moissac, les enfants reçoivent une éducation très poussée à la fois sur le plan moral et sur le plan spirituel. En effet, à Moissac, on prône un judaïsme
assez authentique et en même temps un judaïsme qui tend à entretenir l'héritage juif que la guerre tend à faire disparaître autant qu'elle le peut. C'est ce qui contribue à ce qu'on peut voir une forme de résistance juive, même si c'est à prendre vraiment beaucoup avec des pincettes. Dans cette éducation, on y apprend l'histoire juive, la langue biblique, donc l'hébreu, les fêtes et toutes les autres manifestations qui, on va dire, rentrent dans la vie religieuse. La maison de Moissac se veut être un foyer intellectuel juif en plus d'être un foyer spirituel et moral. À côté de cela, de nombreux travaux en atelier, dont des travaux manuels, sont réalisés par les enfants, mais pour un usage interne. Donc on va dire ils sont dans l'autosuffisance. Concrètement, c'est tout ce qui est produit dans ces structures est avisé à être exploité par la maison de Moissac et par les établissements qu'elle gère. Donc c'est vraiment de l'autosuffisance. Et cette autosuffisance va être assez mal perçue à Moissac pour des raisons de suspicion, de jalousie, il doit y avoir tout un tas de choses comme ça. Donc par rapport à justement ces ateliers, on va dire, ces ateliers de confection, de réalisation qui sont internes, de nombreux jeunes juifs sont en apprentissage chez les artisans de Moissac. Il y a des artisans de Moissac qui vont prendre en charge des jeunes apprentis afin de les former à un métier. Cette politique d'ailleurs, et je le souligne parce que c'est très important, cette politique du retour au manuel est poussée par Gamzon. Gamzon, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, c'est la tête de proue de l'IUF qui trouvait qu'il y avait trop d'intellectuels dans les communautés juives et pas assez de manuels. Or, la maison de Moissac va faire quoi? Essayer de faire en sorte qu'on soit à la fois intellectuel et manuel afin de les intégrer beaucoup plus facilement et pour contrebalancer justement ce raisonnement-là. Donc il faut comprendre, il faut bien avoir en tête que c'est aussi un mode de pensée qu'il y a quand même derrière. Il faut que les jeunes, qu'ils soient juifs ou pas juifs, peu importe, puissent avoir un travail manuel également pour pouvoir s'intégrer et surtout pour qu'on ne les remarque pas. Dans cette idée d'apprentissage et dans l'artisanat, la journée des enfants se divise en deux parties. Le matin, ils sont en atelier et l'après-midi, ils sont en cours. Un peu dans l'idée, un peu comme on pourrait voir, pas du CAP comme on peut le voir maintenant, qui est moitié cours, moitié chez le patron, mais ça peut, si on veut se le représenter, on peut se le représenter un peu comme ça. Si on veut avoir une idée pour se le représenter de façon peut-être plus généralisée, ça peut être une idée, ça peut être une image. Dans les enseignants, pour les enseignements généraux, c'est-à-dire les maths, le français, tout ça, par exemple, ce sont, on va dire, des enseignants et des ingénieurs, parce qu'il va y avoir les deux, statufiés. Alors, vous allez me demander, c'est quoi les statufiés? Les statufiés, ce sont tous ces personnes, les enseignants, les ingénieurs, tous les intellectuels en fait qui ont été éjectés de leur travail à cause du statut des juifs. Donc ces statufiés, comme on va les appeler par la suite, vont aller enseigner dans des structures comme la maison de Moissac afin de former les jeunes. Ils vont se retrouver dans un cadre d'enseignement. Certains sont enseignants déjà, mais d'autres ne le sont pas forcément, afin de transmettre et surtout en fait de contribuer à ce que ces jeunes soient intégrés. En novembre 1941, on compte une soixantaine d'enfants participant aux différents ateliers. Il va y avoir plusieurs ateliers, ça va aller de la couture à la reliure de livres. Donc il va y avoir des champs extrêmement vastes d'ateliers d'artisanat et de fabrication. Mais aussi, on va leur donner un apprentissage tout autre qui est un apprentissage basé sur la débrouille et la survie. Ça va être plus le côté scout qui va rentrer probablement en jeu, car on va apprendre à ces jeunes, en cas de problème ou en cas où il faut, on va dire, en cas d'urgence, à se débrouiller seuls.
Dans cette idée-là, Chata-Simon va obtenir la possibilité d'exploiter un terrain en friche non loin de la maison de Moissac. Cette exploitation va donner à la maison de Moissac, cette exploitation de ce terrain en friche va donner une forme d'indépendance et d'autonomie à la fois matérielle et à titre gratuit. Cela devient un chantier de maraîchage pour une dizaine de garçons. Toutefois, il ne faut pas oublier que le risque de dénonciation est quand même bien et bien présent, car il ne faut pas oublier, je l'ai déjà rappelé dans l'épisode précédent, qu'il y a l'isolement et le rejet des Juifs qui est extrêmement présent, même à Moissac. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de guerre où chacun peut dénoncer son voisin parce qu'il peut pas avoir sa tête, parce qu'il peut pas se piffrer. Pour tout un tas de bêtises, on peut dénoncer son voisin, ou parce qu'il est juif, ou parce qu'il est homosexuel, peu importe. Il y aura toujours moyen pour dénoncer et pour se débarrasser du génère. Au sein de la maison de Moissac, le mode et les règles de vie sont essentiellement basées sur celles du scoutisme. Comme je vous l'avais expliqué, les IEF, donc éclaireurs israélites de France, ou français, ça va dépendre, vont en partie, pour pas dire en totalité, contribuer à établir les règles de vie et la marche à suivre dans la maison de Moissac. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que les règles de vie soient basées justement sur le scoutisme. Que les enfants soient scouts ou pas, ça ne change rien, ils doivent tous se plier aux mêmes règles. Au sein de tout ce pôle enseignant, de tout, on va dire, cette formation au métier, quoi que ce soit, cela se fait pas, on va dire, sans difficulté. En effet, l'école est une difficulté pour certains enfants, car pour certains d'entre eux, ils n'ont pas forcément les connaissances ou appris la langue, enfin, je vais pas dire appris la langue, mais ils n'ont pas forcément, on va dire, les connaissances, l'apprentissage avant d'arriver à la maison de Moissac n'est pas fait de façon égale d'une famille à l'autre. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, il n'y a pas de métier d'éducateur comme on peut l'entendre à proprement parler. Ça n'existe pas. Le métier d'éducateur, d'éducatrice, ça n'existe absolument pas. Il ne faut pas oublier que ce soit, et là c'est encore le cas, il ne faut pas oublier que bien souvent, ceux qui vont donner des cours à ces enfants ne sont pas forcément des professeurs aguerris, des professeurs de formation. En effet, on peut souligner par exemple, et c'est le cas par exemple pour ceux qui ont un doute là-dessus, on peut souligner la présence de quelques de quelques bénévoles, on parle aussi de quelques bénévoles qui sont arrivés de Paris, mais ils n'ont pas de formation professionnalisante. Donc, ces bénévoles, ils viennent là pour enseigner, pour gérer les enfants, mais ils n'ont aucune formation professionnalisante pour encadrer pédagogiquement parlant les enfants. D'ailleurs, ces bénévoles ont quasiment, pour certains d'entre eux, le même âge que les enfants qu'ils gèrent. Et beaucoup n'excèdent pas les 20 ans. Donc, au moment des rafles de l'été 1942, et ça va jusqu'en 1943, donc vous avez des rafles du Veldiv jusqu'en 43, parce que ça va être par épisode à ce moment-là. À partir de ces rafles, la maison de Moissac va en subir quelques-unes de la part des forces de l'ordre. Elle ne sera pas à l'abri, malheureusement, de ces rafles. Il va y avoir des arrestations, d'autres fois pas. Ça va être très aléatoire. Mais chaque fois que cela se produit, Chata-Simon est prévenue par un réseau d'indicateurs qu'elle a au sein, on va dire, des forces de l'ordre ou d'ailleurs, de certaines descentes de police qui aboutissent certaines fois à des arrestations, d'autres pas. À la maison des enfants, les enfants restent peu de temps au sein de la structure. Ça va de quelques semaines, comme je disais, à quelques années. Les filles et les garçons sont âgés entre 2 et 18 ans. On a vu que c'était aux environs de 19, mais on peut supposer que ça pouvait être dans ces tranches-là. Certains d'entre eux sont des scouts, d'autres ne le sont pas. Ces enfants sont, pour une grosse partie d'entre eux, soit français, soit allemands, soit polonais. Comme je vous l'ai expliqué précédemment dans l'épisode précédent, vous aviez à un moment donné une petite, pas une majorité, mais vous aviez un petit groupe d'Allemands qui s'étaient installés dans la région avant la guerre, pour fuir certainement le nazisme, et donc
il y avait déjà ces Allemands-là présents, et avec la guerre, eh bien, vous avez encore plus d'enfants allemands qui sont arrivés au sein de Moissac. Donc, ça ne choque, on va dire, ça ne peut ne pas choquer. Ce sont des enfants issus de tous milieux sociaux, que ce soit des intellectuels, des artisans, tout le monde, de milieux sociaux différents, parlant soit le français, soit ne le parlant pas. Difficulté de communication, vous imaginez bien. Mais ce sont quasiment tous des enfants juifs. À Moissac, Chata va s'entourer de collaborateurs de confiance afin de faire appliquer la pratique, donc les règles de vie, et les idéaux des IEF. Comme je vous l'ai expliqué, les IEF ont beaucoup contribué à la construction de cette maison, donc il va bien de soi que ce sont leurs règles, leur façon de vivre qui vont, plus ou moins leur façon de vivre qui vont être calquées sur le fonctionnement de cette maison. Les enfants vivent tous ensemble, il n'y a pas de séparation entre les filles et les garçons. N'y voyez pas, on va dire, n'y voyez pas maladroitement une tentative de faire venir la mixité. C'était probablement pour des questions pratiques qu'ils faisaient ça. Pour Chata Simon, l'apprentissage du français peut sauver les enfants au moment du changement d'identité, car oui, ces enfants vont devoir changer d'identité avec de faux papiers, mais on va toutefois faire en sorte qu'ils n'oublient pas leur identité juive. Les offices religieux se font souvent en français. Les enfants ayant grandi dans des familles traditionnelles ont grandi principalement avec l'hébreu et les textes en hébreu. Toutefois, on remarque qu'il y a une forme, on va dire, d'accord tacite, malgré tout, on va dire, cette bienveillance, ce côté, on veut faire en sorte que tout soit normal. Il y a quand même un malaise latent qui est derrière, à savoir que personne ne parle des événements qui se produisent à l'extérieur. On veut que les enfants aient une enfance normale, mais il y a quand même cette espèce de malaise, cette espèce de nuage noir autour, on va dire, de cette ambiance qui se veut joviale, familiale, tout ce que vous voulez. Et c'est ce malaise, en fait, ces non-dits, cette façon, on va dire, de procéder va se retrouver même encore après la guerre. En effet, on va constater dans les témoignages qui vont être donnés bien des années plus tard après la guerre que beaucoup à la maison ne parlaient absolument pas des événements qui se sont passés durant cette guerre, qu'on ne commençait à l'aborder que bien des années plus tard, et que il y a un vrai quand même traumatisme qui est présent, et déjà ce traumatisme est déjà présent dès cette époque. Donc c'est vrai que c'est quand même très délicat. Malgré cela, et il faut pas se leurrer, tout le monde sait ce qui se passe à l'extérieur. On n'en parle pas, mais on est au courant. Les équipes des chefs de Moissac tentent de répondre à tous les besoins des enfants autant qu'ils le peuvent. Même si on fait, comme je vous l'ai dit, même si on fait en sorte que les enfants aient une vie normale, il y a quand même ce climat de peur qui n'est jamais très loin. On cherche aussi à placer les enfants sous de fausses identités, cela va de soi, notamment dans des institutions ou bien dans des familles chrétiennes. On va, si vous préférez, avec le changement d'identité et avec, on va dire, le changement de lieu de naissance, de nom de famille et tout ça, et le placement de ces enfants, on cherche à éviter que ces enfants soient victimes des rafles et soient victimes de violences. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On gomme et on crée une page blanche. Ce ne sera pas facile pour ces enfants car il faudra qu'ils apprennent leur nouveau nom, leur nouveau lieu de naissance, qui sont leurs parents, s'ils sont orphelins ou pas. Il va y avoir, on va dire, tout un brevetage qui va devoir être fait derrière. Ces placements des enfants va se faire soit seuls, soit en groupe. Les fausses identités, les enfants, comme je vous l'expliquais, doivent s'y faire très rapidement. Et les ateliers de faux papiers tournent à plein régime à Moissac. Cela va se faire des fois dans les arrière-boutiques des arrière-boutiques des commerces, avec la complicité parfois d'employés de mairie. Il va y avoir tout un système qui va être mis en place. Et ces faux papiers sont destinés à la fois aux enfants, mais aussi à leurs familles. Toutefois, malgré tout ça, il ne faut pas oublier que en octobre 1943, on choisit de dissoudre la maison de Moissac. Jusqu'à l'été 1942, les enfants de la maison de Moissac connaissent une période de quiétude, une période de tranquillité. Les bruits concernant les grandes rafles du Veldiv de juillet 1942
mettent fin à tous les espoirs en fait qui subsistaient jusqu'à présent. Les mois suivants, on peut constater l'arrestation d'enfants étrangers de la maison de Moissac par la police. Ces événements sonnent la sonnette d'alarme du coup dans la structure. Leurs jeunes protégés sont alors en danger. La multiplication des rafles se répand de plus en plus dans la zone libre par les Allemands en novembre de la même année, donc c'est-à-dire en novembre 42. Il faut donc cacher les enfants sous de fausses identités avec les procédés expliqués auparavant. On s'organise pour résister face à l'occupant nazi mais aussi face à la police française. À la période des grandes rafles de l'été 1942, les jeunes Israélites sont partis, donc les jeunes, on va dire, de la maison, sont partis faire du camping en forêt. Cela est le cas notamment au moment de la rafle, au moment des rafles qui ont lieu dans la région le 26 août 42. Les activités clandestines sont mises au service de la résistance à ce moment-là. Au moment de ces événements, ils font du camping du côté du château de Montintin, si j'ai bien écrit le nom, dans la Creuse. Cette idée d'envoyer les enfants faire du camping est avant tout une manœuvre pour les disperser afin qu'ils ne se fassent pas prendre lors de la rafle qui a lieu à la maison de Moissac. Ces événements, Chata Simon en a connaissance grâce à ses contacts au sein des forces de l'ordre. Comme je vous l'avais expliqué, elle a créé un grand réseau d'informations et d'informateurs pour se tenir au courant de ce qui se passe. Les rafles à Moissac ont lieu, mais elles ne sont pas très nombreuses, toutefois. La plus connue dans la région est celle de la maison de Moissac qui a lieu, comme je l'expliquais, le 26 août 42. Elle entraîne l'arrestation de 4 juifs et d'une vingtaine de personnes raflées. Donc, on peut supposer que dans ces raflées, il n'y avait pas forcément que des juifs, mais des gens peut-être qui posaient problème. Les rafles reprennent ensuite du service à partir de février 43, donc à partir du 22 février 43. En effet, une rafle touche cette fois-ci le centre rural de Chary, mais les policiers ne trouvent rien sur place, ils rentrent bredouilles. Le 26 février 43, une autre rafle a lieu, mais cette fois-ci à Castel-Sarrazin, mais les sources toutefois ne précisent pas s'il y a eu des arrestations ou pas, on n'a pas d'informations sur le sujet. Les contacts de Chata Simon dans les forces de l'ordre parviennent à avoir des listes de juifs visés par les arrestations. Entre 1943 et 1944, on constate des relations assez étroites entre la résistance et le maquis. Tous ces événements poussent de nombreux enfants et de jeunes du camp de Beaulieu, qui était un camp de jeunes filles, à passer dans la clandestinité, mais à passer dans la clandestinité vers la Suisse. C'est-à-dire qu'on va les déplacer de là où ils sont vers la Suisse. Pour cela, le préfet de Moissac leur fournit des papiers d'identité et des cartes alimentaires avec l'appui du maire et du secrétaire du maire. Donc le 22 juillet 1943, on assiste à une rafle importante cette fois-ci. Parmi les forces de l'ordre, on trouve des policiers de la Gestapo. Au moment de cette rafle, plusieurs juifs sont arrêtés à différentes adresses de la ville. Donc, on peut supposer qu'ils ont été quand même renseignés. Les Allemands fouillent les logements et les hôtels. On assiste à des entreprises à ce moment-là de spoliation. Et la spoliation, c'est quoi? C'était la confiscation de biens, notamment de biens de valeur, qui allaient être soit revendus, enfin, tout un tas de choses. La spoliation, d'ailleurs, soit dit en passant, est toujours, on va dire, un problème à l'heure actuelle. Il y a énormément d'œuvres, de mobilier précieux et tout ce genre de choses qui demeurent disparues, même encore maintenant. On suppose que c'est gardé à droite ou à gauche, mais on n'a pas de preuves. Donc c'est quand même, à l'heure actuelle, encore une fois, une question problématique. Le changement de statut de la maison de Moissac permet toutefois de recevoir et de former les jeunes juifs étrangers menacés par la déportation. Le 15 mars 1942, une circulaire d'information donne le pied à l'étrier à la création à Moissac de 25 places supplémentaires pour les juifs non étrangers, donc on peut supposer des juifs français. La maison de Moissac accueille donc environ 125 enfants supplémentaires. Beaucoup d'entre eux viennent des camps d'internement, parce que je rappelle que dans les camps d'internement, il y a aussi des gosses, il y a aussi des enfants. Toutefois, cela montre que
l'accueil de ces nouveaux venus reste quand même extrêmement constant. Quand la maison des enfants de Moissac est dissoute en 1943, une nouvelle organisation est mise en place. C'est ce qu'on va appeler le planking. Le planking. Le planking, c'est quoi? C'est une organisation qui se caractérise par une forme de clandestinité. Donc, à partir de 1943, la maison est dissoute, on bascule dans la clandestinité pour des questions surtout de sécurité. Ce changement, la dissolution de la maison, ce changement, on va dire, de politique, on va dire, de stratégie, est connu des préfectures. Le préfet, donc préfet de Moissac, apporte une aide non négligeable à cette action. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, complicité dans l'épisode précédent et dans celui-là, complicité de membres des autorités locales. Lors d'une rafle, les gendarmes de Moissac arrêtent 4 personnes, principalement des juifs étrangers. Des juifs étrangers qui n'ont finalement pas, on va dire, qui ne sont pas de la maison de Moissac. Les décisions prises envers les juifs étrangers concernent surtout ceux qui sont venus en France après 1936. Donc, autrement dit, après 1936, donc avant la guerre. Pour protéger les enfants, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On n'hésite pas à multiplier les planques, donc ça veut dire les caches, notamment dans les établissements religieux. Donc on va cacher des enfants dans des établissements religieux. Il y a eu le placement, comme je l'ai expliqué précédemment, mais avec ce caractère urgent, on va chercher à les dissimuler dans des monastères, dans des écoles religieuses, dans des couvents, parce que tout simplement, il y a quand même ce côté sacré. Il ne faut pas oublier que c'est des institutions religieuses, donc il y a un côté très sacré où c'est quand même extrêmement compliqué de profaner, de saccager, si je peux dire ça comme ça, ce genre d'établissement. Donc, il y a quand même, on a quand même peur de s'attaquer à ça. Donc, il y a quand même une volonté stratégique. Et puis, je rappelle aussi que les IEF avaient le soutien du scoutisme français catholique. Donc, il y a quand même un jeu d'entraide qui s'est probablement fait à ce moment-là. Si certains enfants sont cachés dans des familles d'accueil à Moissac, parce que certaines familles ont recueilli des juifs, d'autres font le choix de rentrer dans un maquis. Ils vont choisir, plutôt que de se cacher, ils vont choisir de se battre. On en retrouve dans le Tarn-et-Garonne de ces jeunes juifs, mais également dans l'est de la Haute-Loire. Donc ils se sont dispersés, ils sont allés combattre, là on avait besoin d'eux. Concernant le refuge de Moissac, donc la maison de Moissac, le total des victimes de tous ces événements est compté et fixé à 12 personnes sur 147, sur 247, 250, enfin ça va dépendre un peu, j'ai l'impression que c'est pas très clair à ce niveau-là. De ces personnes qui sont soit en résidence surveillée, soit recensées dans les archives. Donc on va aller chercher quand même très très loin pour savoir, pour localiser ces gens. Pour les jeunes éclaireurs et les chefs scouts, la période du planking est une période assez particulière. La dissolution définitive de la maison de Moissac amène justement ces chefs à former un service spécial d'assistance pour cacher les enfants le plus possible. En novembre 1943, le danger est tellement grand que les responsables votent, comme j'expliquais, la dissolution de la maison. Donc, j'insiste très lourdement là-dessus. Je suis désolée si ça va vous paraître très redondant, cette partie. Mais j'insiste très lourdement là-dessus parce que cette dissolution va mettre à une forme de réorganisation du système, on va dire, à la fois de résistance d'une certaine façon, mais aussi de sauvetage. On va tout réorganiser dans la plus grande clandestinité parce qu'on n'a pas le choix. Le planking qui est alors mis en place va durer jusqu'à la libération. Autrement dit, jusqu'à la libération, les enfants vont passer dans la clandestinité, on va les cacher, on va leur faire passer la frontière française, soit en Espagne, soit en Suisse, pour les protéger, avec des réseaux mis en place, des réseaux qui sont extrêmement larges, avec l'aide de la résistance, mais aussi avec l'aide peut-être de d'autres mouvements scouts, que sais-je. À ce niveau-là, je vous avoue que je n'ai pas poussé les recherches plus loin, mais on peut supposer que
et ce sera toujours à vérifier, on peut supposer qu'ils aient bénéficié de l'aide de la résistance, qu'ils aient bénéficié d'aide, on va dire, de groupes mis en place locaux. Et puis, il ne faut pas oublier que ces enfants étaient cachés sous de fausses identités. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on est caché sous une fausse identité que c'est forcément sécurisant. Ils en sont parfaitement conscients et c'est pour ça que, malgré cela, on essaie par des réseaux clandestins, de leur faire passer la frontière, de les mettre à l'abri, de les placer autant qu'on peut dans des endroits où on n'aura pas forcément idée d'aller fouiller parce que pour cacher ces enfants, pour cacher ces familles, pour cacher ces jeunes, on va dans des endroits où on sait où on sera le plus tranquille ou le plus safe. Dans cet épisode, on a vu le rôle essentiel qu'a occupé la maison de Moissac, la maison des enfants de Moissac. On a vu que cette maison a quand même contribué à sauver plus de 500 enfants en tout de son ouverture jusqu'à sa dissolution. Et 500 enfants, ce n'est pas rien. Il ne faut pas oublier qu'en temps de guerre, ce sont eux qui sont les victimes collatérales des événements militaires. À cette époque-là, ils sont visés par des lois, par des statuts pour lesquels ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait. Et cette maison est là dans un but de sauvetage, dans un but de sauvetage, mais aussi il y a un but où on a cherché à conserver l'héritage d'une communauté qu'on cherchait à traquer. C'est une structure qui est quand même une structure assez particulière, mais c'est une structure qui a contribué à énormément à sauver beaucoup de vies. Je me répète un peu, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est une structure qui reste importante dans la région et qui a contribué à faire en sorte que beaucoup d'enfants soient sauvés, beaucoup de familles aient pu être réunies alors d'une certaine façon. Ça reste une structure quand même importante, une figure importante de Moissac. Les sources et les renseignements que nous avons sont avant tout des témoignages de survivants. Il y a aussi eu le témoignage de Chata Simon elle-même, qui était vivante au moment où les livres sur lesquels je me suis basée a été rédigé. Donc ce sont des témoignages, des sources directes, avec l'émotionnel, avec l'affect qu'il y a derrière, avec en fait ce côté, on a les événements au travers des yeux des survivants. Tous ces témoignages forment l'essentiel des archives de Moissac sur cette époque-là. Elles sont rassemblées bien souvent par des historiens qui travaillent justement sur ces questions, qui ont travaillé et qui ont enrichi justement les sources, on va dire, pour cette époque-là, pour cette époque sombre, pour cette époque, on va dire, qui n'est pas toujours très facile à aborder. Toutefois, malgré ce caractère honorable qu'a eu les membres de la maison de Moissac, le village en lui-même n'est pas considéré comme un village de France. Probablement, peut-être parce qu'il y avait eu des dénonciations, peut-être parce qu'il y avait eu certaines choses qui ne pouvaient pas faire que on pouvait le considérer comme tel. Toutefois, il faut quand même souligner, et c'est très important je pense, qu'il y a eu un grand mouvement de solidarité face à un racisme, un antisémitisme qui n'avait pas lieu d'être, mais aussi face à l'horreur que cette idéologie a provoquée. Cette solidarité s'est retrouvée à la fois dans les confessions religieuses, le scoutisme, juif, catholique, protestant se sont alliés pour faire en sorte que y ait un maximum d'aide. Il y a eu la solidarité aussi au sein de Moissac, notamment en acceptant par les artisans qui ont contribué à donner du travail à ces jeunes. Il y a eu une forme de prise de conscience de la part de ces personnes qui font que on peut se dire que ce sont des enfants, ce sont des familles qui n'ont rien demandé, ce sont des jeunes qui n'ont rien demandé. Si on peut les aider, si on peut leur permettre à faire en sorte que ils puissent s'en sortir, on va le faire. Et c'est ça que je trouve très admirable dans ce caractère solidaire de ce village. C'est ce côté,
où même s'il y a eu peut-être des gens mal intentionnés, il y a eu une grosse part de solidarité. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Et surtout face à l'horreur de cette guerre, qui, je rappelle, on massacre carrément des civils. C'est même pas des militaires qui sont visés, ce sont des civils innocents. Il y a cette espèce de déclic qui se forme. Et notamment, ça se verra peut-être face aux rafles, parce qu'au bout, on est les populations, alors c'est pas propre à Moissac, mais c'est un peu partout pareil, on tient les choses un peu à distance, on s'informe, on va dire, mais bon, c'est lointain, ça nous concerne pas, jusqu'au moment où ça frappe à notre porte, où on voit des gens tabassés dans la rue parce que parce qu'on les met dans un panier à salade et on les embarque et on les emmène je ne sais où. Je pense qu'il y a eu ces images qui ont dû certainement choquer et qui ont aussi peut-être contribué à une prise de conscience de l'horreur de cette guerre et de l'antisémitisme injustifié de cette guerre. Cela prouve aussi également que même encore de nos jours, racisme et antisémitisme sont encore présents et surtout que c'est limite une question qui va encore exister. Je suis désolée si je cherche encore mes mots, qui va encore exister même à l'heure actuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop compliqué. Ce sont des recherches que j'ai effectuées moi-même pour un projet dont je vous parlerai peut-être pas en 2023, mais en 2024, si tout se passe bien. Je vous en parlerai à ce moment-là, ou je vous en parlerai peut-être plus tôt, va savoir peut-être. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai beaucoup plus tôt. Toujours est-il que ce sont des recherches que j'ai effectuées moi-même, avec basées sur des ouvrages. Ce sont des recherches, on va dire, qui ont été extrêmement difficiles, je ne vais pas vous le cacher. Et là, je parle en tant que chercheuse. Ça a été des recherches qui ont été difficiles à faire, qui ont été parfois très très lourdes, parfois très poignantes. C'est quand même pas le genre de sujet, si on n'est pas à l'aise, sur lequel il ne faut pas aller. Moi, j'avoue que j'ai fait de l'histoire des mentalités, et plutôt période médiévale, donc je connaissais un peu le sujet, mais on va dire version médiéviste. Et j'avoue que c'est quand même un sujet qui est très très dense, sur lequel on revient extrêmement souvent, sur lequel il y a encore, on va dire, des choses qui n'ont plus lieu d'être, mais qu'on lit encore sur Internet, même sur des écrits, sur des citations. Enfin, il y a beaucoup de choses, on va dire, qui sont encore erronées sur cette question juive, et sur lequel et qui fera encore couler beaucoup d'encre, et sur laquelle on parlera encore beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolée si j'ai un petit peu bafouillé par moment, je suis désolée d'avance, mais c'est un sujet qui est très 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 dense. Encore une fois, je vous le rappelle, s'il y en a qui travaillent sur ces sujets, vous me comprenez, ce n'est pas des sujets très faciles, ce sont des sujets qui sont très pointus, très complexes, où il faut vraiment avancer très doucement. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour d'autres podcasts comme d'habitude tous les vendredis. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.